Bienvenue à vous tous, bienvenue à tous nos amis, à tous nos frères et à toutes nos sœurs dans cette rubrique éducative ayant rapport avec des faits historiques. Aujourd'hui, c'est le 14 août. Le 14 août, ça nous rappelle 221 euh, 221e anniversaire de ce congrès historique connu sous le nom de cérémonie du bois caïman. Je vais vous en parler, soyez donc patients, mais comment y parvenir sans présenter les esclaves, le groupe qui constitue la classe ou bien la masse des esclaves. Formant le groupe de grief généralisé, les esclaves représentaient en Haïti, anciennement appelée Saint-Domingue, la force de production impayée. Ils menaient une vie infernale qui annonçait en plein temps la révolution. Dans la colonie, ils se trouvaient au bas de l'échelle sociale, bien qu'ils fussent en plus grande quantité, soit le 5/6e de la population domingoise. Les esclaves étaient quotidiennement exposés à des traitements inhumains contre lesquels ils n'hésitaient pas à se soulever dans la nuit du 21 au 22 août 1791. Cependant, avant l'insurrection servile, il y avait d'autres tentatives de la part de ces esclaves ayant traduit leur refus aux conditions matérielles qu'ils vivaient. Regardons un petit peu les différentes phases du mouvement des esclaves, des gens qu'on dirait des zombies africains transportés en Amérique, nos grands-parents, mais pourtant c'était des hommes valeureux. À travers la littérature relative à la question de l'esclave, notons soigneusement ce fragment du point de vue de Charlevoix. Rien n'est plus misérable que la condition de ce peuple. Il semble qu'il soit l'opprobre des hommes et le rebut de la nature. À proprement parler, il n'y a que les Africains qui sont entre le Cap Blanc et le Cap Nègre qu'on puisse dire être nés pour la servitude. Ces misérables avouent sans façon qu'un sentiment intime leur dit qu'ils sont une nation maudite. Ce sont des machines dont il faut remonter les ressorts à chaque fois qu'on veut les mettre en mouvement. On vient à bout de corriger une bonne partie de leurs défauts par le fouet. Quand on emploie à propos ce remède, mais il devait recommencer assez souvent. Donc un tel discours, dirait-on, sous-entend que les Africains transportés en Amérique ont accepté humblement, piteusement, le sort qui les attendait. Pourtant, de l'Afrique étant, ils s'opposaient à la traite négrière. En mer, au cours de la transportation, il y en a parmi eux qui avaient choisi de mourir par voie de noyade comme signe de contestation à l'esclavage. Enfin, les esclaves allaient employer d'autres formes de résistance telles que empoisonnement, suicide collectif, incendie, infanticide,
ou avortement des mères esclaves, ne voulant pas que leurs enfants vivent le même enfer domingois qu'elles connaissaient. Donc, on dit que les esclaves avaient pratiqué le suicide. Gérard Mentor Laurent nous en a fait un brossage. Et puis, il y a l'avortement, l'infanticide pour les femmes rebelles. Donc, Père Nicholson rapporte, on voit des négresses qui se font avorter pour que le maître barbare qu'elles servent ne profite pas d'une prospérité dont la condition, d'une postérité dont la condition ne peut être que malheureuse, puisqu'elle sera semblable à la leur. Une espèce de compassion se joint au plaisir de la vengeance pour outrager ainsi la nature. Victor Schœlcher allait dire que le poison est à l'esclave ce que le fouet est au maître. Ce que le fouet est au maître, une force morale. Si le maître a le droit de battre, l'esclave, lui, a droit de l'empoisonnement. Toute arme est bonne aux faibles, comme le fort, contre le fort qui l'opprime. Réduit à un état si misérable, si abject, l'esclave n'avait d'autres moyens pour affirmer sa volonté de vivre que la violence ou par l'empoisonnement. Qu'en est-il de l'incendie? Et puis au reste, ces formes de protestation utilisées par les esclaves ne suffisaient pas, certes pour renverser le système établi à ces domaines, mais elles constituaient des signes annonciateurs de mouvements organisés allant déboucher sur la révolution, favorisée par des conditions tant internes qu'externes. Celle-ci avait connu plusieurs étapes. C'est là qu'on voyait que les esclaves commençaient par adopter le marronnage, qui allait connaître une sorte d'évolution. Et parmi les premiers marrons, on peut citer Padre Jean en 1679, lui qui est le précurseur des précurseurs, le premier connu des marrons organisateurs, une lumière dans le ciel sombre de Saint-Domingue. Il indiquait la voie à suivre à la terreur de l'argent, opposer la terreur de la liberté à la terreur logique du coffre-fort, opposer la logique du ventre affamé et de l'esprit mortifié. Ensuite, vint Jeannot Marin et Georges Tolo en 1696. Ensuite, Pyrrhus, Candide, Noël, Télémaque, Kanga en 1714. Michel Cacabois en 1719. Collagem Coupé en 1714. Polydore 1734, Chocolat en 1744, Pompée en 1747, Médor, disciple de Macandal 1757, Santiago 1782 et enfin Mamselle en 1793. C'est pas la question du marronnage qui nous intéresse ici. Un jour, je viendrai, j'en parlerai. Mais je peux vous dire que ces esclaves-là, donc, s'étaient réunis dans la nuit du 14 août, eh bien, dans ce congrès historique connu sous le nom de cérémonie de Bois Caïman. Je peux vous dire qu'au Bois Caïman, tout près de l'habitation, le Normand de Mézy, a eu lieu une fameuse rencontre politique en tout premier lieu. Ce n'était pas une cérémonie de vaudou en tant que telle. C'était une rencontre politique qui a été suivie d'une petite cérémonie religieuse en date du 14 août 91. Donc celle-ci est étudiée sous le nom de cérémonie de Bois Caïman, qui est une importante rencontre
dans l'histoire des Marrons, dans l'histoire de Saint-Domingue, dans l'histoire des esclaves ayant pris conscience de leur état. Cette rencontre a joué un rôle notoire dans la préparation du soulèvement général des esclaves dans la nuit du 21 au 22 août 91. D'après Louis Mercier, je vais terminer, la cérémonie du bois caïman est le prodrome de la grande révolte qui devait éclater quelques jours plus tard, soit dans une semaine, et qui est l'aboutissement d'une série de tractations ourdies dans l'ombre et dont la trame a échappé à nos investigations. Le congrès historique en question a été présidé par Boukman et assisté de 200 nègres qui furent pour la plupart cochers et domestiques. Que les Haïtiens savent comment en faire l'usage. Le pays en a besoin. Je souhaite à tous les Haïtiens de prendre un peu de temps pour réfléchir à cette rencontre historique qui avait donné lieu au grand soulèvement dans la nuit du 22 au 23 août 1991. Donc, ce qui allait donner une série de batailles devant déboucher sur l'indépendance d'Haïti. Merci. Que Dieu bénisse Haïti. Que Dieu permette à tous les Haïtiens de comprendre le poids, la portée significative d'un tel congrès pour que Haïti soit debout. Que Dieu vous bénisse.